Les deux points sur lesquels je vais revenir, c'est l'intégration de l'information sensorielle, ce que je vais faire maintenant, qui est en gras sur votre diaporama. Et puis ensuite, je donnerai aussi quelques exemples sur la notion de cohérence centrale. Alors, commençons par l'intégration de l'information sensorielle. Alors, peut-être une précision sur le vocabulaire. Vous voyez que je n'ai pas mis problème sensoriel. Hein. Ce qui est bien marqué, c'est intégration, problème de l'intégration de l'information sensorielle. Les problèmes sensoriels, c'est par exemple le fait que j'ai un toucher qui est défectueux, ce qui pourrait me causer des difficultés pour prendre des petits objets, par exemple. Donc, la sensorialité est liée au système, disons, de perception. Ce n'est pas le problème que comportent les personnes autistes. Leur problème, eux, c'est vraiment l'intégration, c'est-à-dire l'utilisation des perceptions qui fonctionnent correctement. Si j'avais eu le temps, je voudrais montrer une diapo d'un jeune adulte Asperger qui témoigne, qui dit on voit comme vous, on entend comme vous, on perçoit comme vous, mais la difficulté, c'est ce qu'on arrive à en faire dans notre tête, dans notre cerveau. D'où la dénomination, c'est un problème de l'intégration de l'information sensorielle et non pas un problème sensoriel. Alors, ce qui peut par ailleurs exister, mais qui n'est pas une caractéristique de l'autisme. Donc, entrons dans ce problème de l'intégration sensorielle. Je vais essayer là de l'exemplifier, ce qui permettra peut-être une compréhension, en tout cas rapide. En même temps que je vais parler d'intégration sensorielle, je vais en profiter pour évoquer une chose tout à fait essentielle, c'est ce qu'on appelle l'attribution causale. J'ai mis ici nos interprétations. Je reviendrai là-dessus, mais vous savez qu'on a ce fonctionnement, il est quasi automatique. Si on voit des événements, qu'ils se déroulent tels qu'on l'avait imaginé, on n'y pense pas, on n'y prête pas attention de manière particulière. Mais si dans la situation, quelque chose se produit un petit peu en dehors du standard, enfin en dehors de ce qu'on attendait, eh bien on déclenche, je vous le disais tout à l'heure, à l'instant, c'est automatique, on déclenche ce phénomène d'attribution causale. C'est-à-dire qu'on essaie immédiatement de se dire « Ah, il s'est produit ça pour telle raison ». Bon, alors si s'est produit ça pour telle raison, et si la raison est convenable, correcte, pertinente, eh bien on va pouvoir résoudre le problème. Mais on peut imaginer, et c'est l'exemple que je vais essayer de montrer ici, on pourrait imaginer que, malheureusement, dans un certain nombre de cas, et surtout dans le cadre de l'autisme, notre interprétation à nous, je dis bien notre interprétation à nous, ne correspond pas du tout à l'état de la réalité de la personne autiste. Une personne autiste a un comportement pour une raison qui parfois nous échappe totalement. Et donc on lui attribue par exemple des intentions qu'il n'a pas du tout. J'ai évoqué tout à l'heure cette difficulté. La personne est perçue comme étant impolie parce qu'elle arrive à l'administration pour demander quelque chose, mais elle n'a pas fait ci, ou elle n'a pas fait ça, ou elle n'a pas tenu compte du fait que la personne avait répondu avec ironie. Je prends parfois cet exemple, ça a été le cas avant que j'arrive à Poitiers hier. J'aurais pu me tourner vers la fenêtre en disant « Ah, il fait vraiment beau, hein ». Vous voyez bien qu'avec la tête que je fais, avec le ton que je prends, je suis en train d'exprimer le contraire de ce que dit ma phrase. Il ne fait pas beau du tout dehors, et donc ce que je dis est ironique. Mais la personne autiste ne traite pas ces aspects-là, sauf si on le lui apprend. Et ne comprenant pas l'ironie, elle peut être vexée, en effet, parce que une personne à l'administration fait une remarque qui est plutôt gentille, qui serait perçue de manière gentille par n'importe qui. Mais si on prend le contenu seul de la phrase, c'est-à-dire la signification littérale de la phrase, ça peut être éventuellement être vexant. Donc je vais, dans l'exemple que je vais traiter ici, revenir sur cet aspect de l'attribution, notamment des intentions de la personne. Alors, vous voyez la situation que j'ai indiquée ici. Alors on est en plus un peu dans le cliché, une salle informatique, mais depuis un certain nombre de séances qui se sont déroulées, on voit ce jeune-là qui fait une tête, allez, disons, de quelqu'un qui n'est pas très content. Si vous avez une lecture des expressions faciales, vous serez d'accord avec moi pour dire que ce jeune homme n'est pas vraiment content. Alors l'équipe se réunit, essaie de savoir pourquoi. Alors non seulement il n'est pas content, mais il fait du bruit, il sort, il revient. En gros, il est très perturbant.
et l'équipe se réunit pour dire c'est un problème, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et l'interprétation, la directe, mais c'est normal, hein, ce que je dis n'est pas polémique, nous faisons tous ça. Moi aussi, je fais de l'attribution causale qui souvent est fausse et erronée. Donc en tout cas, à partir de la lecture de la situation qui est présentée là, ici, eh bien, l'équipe pédagogique dit il n'aime pas l'informatique. C'est évident, quoi, parce que vu ce qu'il y fait, il n'aime pas l'informatique. Alors l'équipe prend une décision. Bon, c'était plutôt au niveau collège ou lycée, hein, cet exemple-là, ce n'était pas l'université, mais peu importe. Alors l'équipe se réunit, puis elle dit, voilà, j'ai mis ici, ça s'est déroulé tout seul, passons-le à une autre option. On pourrait par exemple lui proposer Histoire de l'art. Le jeune en question va en effet dans le cours, là il se comporte, en tout cas normalement, en tout cas il n'a pas ces comportements ennuyeux qu'il a en salle informatique. On se dit, ça va beaucoup mieux. Et on en conclut même, nous avions raison. Hein. On a bien fait de s'interroger sur les intérêts de ce jeune. L'informatique ne l'intéressait pas, on l'a passé à une autre option. Là, il n'a plus du tout les comportements problématiques. Ça montre bien qu'il n'aimait pas l'informatique. Bon, j'ai mis aussi une conclusion qui peut être éventuellement un peu ennuyeuse. C'est que du coup, le jeune ne fait plus du tout d'informatique. Or, le projet assez vague, mais le projet quand même professionnel qu'il avait, impliquait un minimum de compétences dans le domaine de l'informatique. Donc on l'a changé d'option, mais du coup, on peut s'interroger sur le devenir du projet professionnel. Je dis ça parce que, vous voyez la balance, hein, on change d'option, on n'a plus de comportement problème, ça semble tout résolu, sauf que quand même, il y a des dégâts collatéraux, si j'ose dire, puisque on va même devoir changer le projet professionnel du jeune en question. Alors, est-ce qu'on a pris la bonne solution ? Je reviens à l'attribution causale, qui n'est pas évidemment un concept que j'ai développé moi-même, mais un certain Wiener en 86. Et en quoi ça consiste, l'attribution causale ? Je vous l'ai un petit peu expliqué, mais d'une certaine manière, quand on voit des comportements des autres, par exemple, mais aussi des situations, ce qui arrive, quelque chose est tombé, etc., quelque chose qui n'est pas conforme, en tout cas, à ce qu'on attendait, on se lance dans, en effet, ce qu'on appelle une attribution causale, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver une cause. Mais dans l'attribution causale, globalement, on sait qu'il y a deux grandes options, elles ne sont pas exclusives par ailleurs, mais il y a une attribution qu'on appelle interne et une autre qu'on appelle externe. L'attribution interne, c'est le fait que je vois une personne, elle a un comportement, je me suis rendu compte de ce comportement parce que ce n'est pas vraiment celui que j'attendais. Là, en l'occurrence, le comportement du jeune dans la salle informatique. Il n'est pas comme les autres, il n'a pas le comportement qu'on attend de lui, donc je fais de l'attribution causale. C'est-à-dire, pourquoi a-t-il ce comportement-là ? Je pourrais avoir une attribution interne. C'est exactement ce qui s'est produit. On en a déduit qu'il n'aimait pas l'informatique. C'est bien interne, c'est propre à l'individu. Il n'aime pas l'informatique. On le change d'ailleurs et on voit que ça va mieux. Ça montre bien que la raison était interne. Mais il y a aussi une autre voie possible, c'est l'attribution externe. Et cette fois-ci, on explique le comportement non pas par l'une des caractéristiques de la personne, mais par une caractéristique de l'environnement. Donc vous voyez bien qu'on alterne généralement entre ces deux explications. On fait de l'attribution causale aussi d'ailleurs à propos de ses propres comportements. Combien, depuis que j'enseigne, ai-je pu avoir d'étudiants qui font de l'attribution causale à la suite des examens ? Peut-être ça doit vous parler aussi, mais si l'étudiant a bien réussi un examen, et qu'on lui dit « t'as bien réussi »,« ah oui, mais j'avais beaucoup travaillé, puis ça me plaît beaucoup, donc je suis très attentif, etc. » Enfin voilà, j'ai réussi parce que vraiment j'ai travaillé, etc. C'est l'attribution interne. Mais quand il a échoué, qu'il a 6 à son partiel, là, on va voir qu'il aura tendance plutôt à mobiliser de l'attribution causale externe. Non, mais avec ce prof, c'est toujours pareil, il explique n'importe comment, puis son cours, on n'a pas les supports, en plus là, le sujet était mal posé, etc., etc. Donc vous voyez bien, et nous avons tous cette tendance à faire, c'est de l'attribution causale sur ce qui nous arrive de mieux, et puis de l'attribution causale interne sur ce qui nous arrive de mieux, je conduis bien, etc. Et puis de l'attribution causale externe, cette voiture freine pas bien, elle tient pas bien la route, pour expliquer qu'on a
atterrit dans un fossé, par exemple, c'est pas qu'on n'a pas été attentif et qu'on ne sait pas conduire, c'est que la voiture n'est pas de très bonne qualité. Donc, vous voyez que sitôt qu'on a affaire à des situations qui sortent de l'ordinaire, on fait de l'attribution causale. On fait de l'attribution causale. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, hein. J'ai mis notamment que ça dépend aussi d'une partie de la situation. J'en ai mis deux concepts, deux termes, hein, qui sont aussi parfois intéressants pour comprendre les attributions que l'on fait. C'est ce qu'on appelle la distinctivité, d'une part, et d'un autre côté, de l'aspect du consensus. Alors, la distinctivité, en effet, on peut considérer que c'est distinctif quand la personne produit rarement le comportement, rarement ou très fréquemment. Si la personne produit très souvent le comportement, on aura plutôt tendance à faire de l'attribution interne. C'est bien parce que c'est lui qui le fait comme ça. Et si c'est rare, on aura plutôt tendance, pas systématiquement, mais à se dire « Ah, tiens, c'est bizarre, pourquoi il le fait ça maintenant? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il y a dans la situation ?» Et donc, la distinctivité du comportement pourra nous conduire à faire peut-être plus d'interne ou faire peut-être plus d'externe. Le deuxième élément qui nous conduit vers l'une ou l'autre de ces deux possibilités, c'est le consensus. Alors, le consensus, c'est quoi? C'est soit la personne est la seule à avoir ce comportement-là, soit au contraire, elle a un comportement, bon, on sait qu'il est bizarre, mais on sait que dans ces circonstances, pas mal d'autres personnes ont aussi exactement ce comportement inhabituel. Donc on voit bien que si elle est la seule, on aura tendance à faire de l'attribution interne, mais si dans ces circonstances, d'autres ont aussi ce comportement, il est gênant certes, mais d'autres l'ont, à ce moment-là, on aura plutôt tendance à mobiliser de l'attribution externe et à chercher dans l'environnement l'élément qui pourrait bien nous conduire à donner ces explications. Bien, alors quand on croise cet aspect-là avec l'exemple que je viens de donner, vous voyez bien qu'il y a un comportement, il est problématique, ce jeune est le seul à le faire, on n'a pas remarqué qu'il le faisait ailleurs, donc c'est distinctivité, hein, puisque ce comportement, la personne l'a pas ailleurs, rarement ailleurs, donc il est spécifique. Et il n'y a pas de consensus puisque les autres n'ont pas ce comportement-là. Donc on voit bien que tout est fait ici pour tomber dans le processus d'attribution causale interne. Pourrait-il aussi être externe? Alors, ici, vous voyez, Ross, en 1977, a essayé de savoir si on faisait de l'attribution interne ou externe de manière équilibrée ou s'il y avait un biais. Alors, de fait, on appelle ça le biais d'attribution ou l'erreur fondamentale. L'erreur fondamentale fait que, généralement, on a tendance à surestimer les causes internes. La personne fait ça parce qu'elle est ceci, parce qu'elle est cela, etc. Et évidemment à sous-estimer les causes externes. Donc vous voyez que non seulement dans la situation que je viens de décrire, il y a de la distinctivité, il y a du manque de consensus, mais en plus de ça, nos caractéristiques à nous, hein, les neurotypiques, vous avez sans doute entendu cette expression-là, nous neurotypiques, nous avons cette tendance à l'erreur fondamentale qui consiste à plutôt attribuer des raisons, des causes aux caractéristiques de la personne plutôt qu'aux caractéristiques de la situation. Alors j'ai mis un exemple, voilà, le comportement d'un étudiant qui peut avoir des stéréotypies motrices aussi, hein, j'en connais plein. Si vous connaissez Joseph Chevanec, il dit facilement d'ailleurs que voilà, au moins à un moment de la journée, il a ce besoin de faire un peu de flapping avec ses mains. Donc c'est bizarre, c'est étrange. Mais cette somme de bizarreries peut parfois entraîner de l'attribution interne du genre cet étudiant, il est sans gêne, il est mal éduqué, il est ceci, il est cela, il est juste peut-être pas rompu, enfin pas, il n'a peut-être pas les compétences sociales, pour l'instant en tout cas nécessaires au comportement qu'on attendrait de lui dans certaines situations d'enseignement ou de situations de recherche d'informations au niveau administratif par exemple. Alors j'en reviens à ma situation. Peut-être n'aimait-il pas l'informatique, mais on peut, dans le cadre du sensoriel, mobiliser d'autres explications, et j'en ai pris quelques-unes. Une relativement probable, car assez fréquente, c'est ce qu'entraînent les éclairages dans les lieux, hein, dans les salles. Avec deux possibilités. J'ai une de mes collègues ici qui vient
d'être diagnostiquée autiste avec haut fonctionnement, haut potentiel intellectuel. Elle ne supporte pas l'éclairage vraiment très blanc d'un néon. Et si elle reste sous cet éclairage pendant plus d'une demi-heure, elle va développer une migraine. C'est absolument certain. Mais pour d'autres, ce n'est pas la luminosité qui pose problème, c'est le son. Et là, autour de moi, il y a quelques petits bruits. Enfin, je le sais maintenant parce que j'y prête attention. Mais sinon, je suis capable de me concentrer sur ce qui est utile et de laisser tous les bruits environnants de côté pour empêcher qu'ils me gênent. Mais dans certains cas, vous avez un néon. Alors, dans les salles, parfois, c'est les vidéoprojecteurs qui ont ce petit souffle lié à la ventilation. Généralement, ça ne nous gêne pas. Mais si on a des problèmes d'intégration sensorielle, ce bruit de néon qui siffle peut être tout bonnement insupportable. Je dis bien tout bonnement insupportable. Dans la sphère du sensoriel, vous avez ceux qui ne supportent quasiment pas qu'on les touche. Vous les effleurez, parfois aussi je prends cet exemple, on est à l'école, le maître ou la maîtresse remet un enfant dans le rang, parce qu'il était un peu sorti, elle le touche, et là l'enfant se met à hurler « Ah, tu m'as fait mal !» Et la maîtresse dit « Oh, faut pas exagérer, je t'ai à peine effleuré. » Vous voyez bien, on est à nouveau dans l'attribution causale. On imagine que l'enfant ne peut pas avoir mal puisqu'on l'a à peine effleuré, sauf que s'il a des problèmes d'intégration sensorielle, eh bien, le simple fait de l'effleurer provoque une douleur insupportable. C'est ça le problème de l'intégration sensorielle. Donc là, il se pourrait que dans la salle informatique, outre le bruit des machines, il y a un néon qui siffle, voire que personne d'autre n'entend parce que le jeune est hyperacousique, et qui va entraîner ce comportement. Ça n'a rien à voir avec l'absence d'intérêt pour l'informatique, ça a juste à voir avec un lieu dans lequel c'est absolument insupportable de rester. Vous êtes allé dans des lieux où il y a de la musique très très forte, ou une machine qui fait beaucoup de bruit, vous êtes obligé de vous soustraire à cette situation-là. Ici, c'est pareil, sauf que c'est pas banal parce que c'est juste un néon qui siffle. Je continue. Bon, ici, ça peut être anecdotique. Généralement, quand je fais une conférence, je regarde tout de suite dans mon environnement si personne ne porte exactement le même pull vert. Mais le jeune autiste peut aussi se sentir agressé par la manière dont est habillé l'animateur, l'enseignant, l'éducateur, etc., parce que ça le bombarde. Vous savez que l'une des explications que donnent les autistes de haut niveau de fonctionnement, genre Asperger, sur l'absence de lecture, enfin de porter le regard sur le visage des personnes, c'est de dire « mais ça change tout le temps, il y a plein d'informations, moi ça m'envahit, je ne peux pas supporter ça ». Et donc, en effet, dans certains cas, dans certains lieux où il y a beaucoup d'informations visuelles, ça devient franchement insupportable, ce qui pourrait être, voilà, ici le cas de l'habillement de la personne qui anime l'atelier informatique. Généralement, quand je montre cette photo, il y en a même qui commencent à se mettre en situation de quelque chose d'insupportable. Ça prouve d'ailleurs que ces personnes ont des neurones miroirs. Vous voyez bien, je fais semblant, je n'ai pas de tableau blanc là, mais je serai dans une salle, je m'approcherai, je pourrais faire pareil, c'est le tableau blanc. J'arrive et je fais ça. Il y en a qui me disent « Ah non, là, le faites pas ». Je dis bien, ça prouve qu'ils ont des neurones miroirs, puisque le simple fait de simuler ce grattement sur le tableau entraîne les mêmes sensations que quand on l'a fait soi-même ou quand on entend quelqu'un exactement le faire. Donc, il se pourrait que voilà, régulièrement la personne écrit au tableau et que ça fait un bruit absolument insupportable. C'est un problème d'intégration sensorielle, on est d'accord. Quand je fais des conférences, là aussi, souvent j'aime bien faire participer le public et je dis, quelles sont les personnes parmi vous là qui ne se sont jamais trouvées en situation d'entendre quelqu'un, notamment au téléphone, mais dans n'importe quelle circonstance, et dont vous ne supportiez pas la voix. Ça fait longtemps que je fais des conférences ou des enseignements, mais je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui lève la main en disant « Non, non, moi, ça ne m'est jamais arrivé ». Donc, vous voyez bien qu'il y a parfois... Ça en devient gênant, puisqu'on est, en quelque sorte, dévoyé de la signification de ce qui est dit. La voix est tellement désagréable qu'on se centre là-dessus, qu'on la trouve insupportable. Et il se pourrait bien que dans les circonstances là actuelles, la personne qui enseignait avait une voix absolument insupportable. Je prends tous les sens. Là, vous voyez aussi une dimension, c'est l'odorat.
là aussi, je ne veux pas évidemment raconter ma vie, mais si je suis dans le train, au siège devant moi, il y a quelqu'un qui a une forte odeur, enfin un parfum très fort, je suis obligé de changer, car en 20 minutes, une demi-heure, je vais développer une migraine. Et il y a plein de personnes qui ont ce problème-là. Donc peut-être là aussi, c'est le déodorant, l'après-rasage, enfin, etc. Une odeur qui est absolument insupportable. Bon, là aussi, vous avez tous connu un lieu où vous êtes rentré, c'est tellement infect qu'on n'aspire qu'à une chose, c'est à en sortir. La différence entre vous, moi et les personnes autistes, c'est qu'on sort pour des choses, enfin des odeurs nauséabondes qui sont insupportables, mais ce qui est insupportable pour une personne autiste n'est pas forcément ce qui est insupportable pour vous. D'où cette prudence sur les interprétations que nous pouvons avoir. Et puis je remets l'interprétation que j'avais mise tout à l'heure. Il se peut aussi qu'on s'était trompé, qu'on avait dit probablement l'informatique ça va bien lui correspondre parce qu'il est comme ci, il est comme ça, et que ça ne l'intéresse pas vraiment. À travers cet exemple, je veux simplement attirer votre attention sur le fait qu'on assiste à un comportement dit problématique. Automatiquement, on essaie de savoir pourquoi. C'est important d'ailleurs de faire ça, puisqu'on va essayer de trouver des solutions. Mais généralement, on se lance dans une interprétation la plus probable, la plus conforme à ce qu'on est soi, c'est-à-dire qu'on se projette soi-même dans la situation, et notre projection ne correspond pas, en tout cas c'est une possibilité, c'est une hypothèse, elle ne correspond pas du tout à la raison qui a fait que ce jeune avait ce comportement dans la salle informatique. Donc, attention à nos interprétations trop rapides, trop spontanées. Prenons la liste que je vous ai présentée juste avant, cette checklist, et je la découle. Est-ce que c'est un problème de communication? Il ne comprend rien, les consignes ne sont pas claires. Est-ce que c'est un problème sensoriel? Est-ce que c'est un problème de fonction exécutive? On dit, bon, faites ça, mais on ne donne pas la procédure. Il y a tout un tas de raisons possibles. Dès lors où on se pose des questions, les plus variées possibles, et plus on a de chances de trouver une solution au problème.